bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve après la vidéo de la Pile de l'automne. Il était évident pour moi de vous présenter quelques recommandations pour vous donner envie de lire les livres de saison. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous saurez que je suis vraiment toc des saisons. J'aime bien vivre une saison à fond, que ce soit la lecture, les films, la nourriture, la musique. Vraiment j'essaye de m'imprégner de chacune des saisons, de toutes les aimer pour ce qu'elles apportent. Et pourtant, fut un temps où j'étais only summer girly. Bon, je vous avoue que dès que j'ai plus la maison avec la piscine, j'ai beaucoup moins aimé l'été d'un coup. Mais bon, bref, on n'est pas du tout là pour parler de ça. Ce qu'il y a à dire, c'est qu'avant, j'aimais pas du tout l'automne, je trouvais ça très déprimant. Et depuis que j'ai décidé de vivre à fond les saisons, de cuisiner de saison, de regarder des films de saison, de voilà, tout ça, et ben j'apprécie beaucoup plus chaque saison. Vraiment, j'arrive à prendre beaucoup de plaisir et du coup, d'être à fond comme ça, il y a des choses qui me manquent au fil de l'année et là, par exemple, j'ai qu'une envie, c'est de manger des courges. Tout ça pour vous dire, puisqu'on parle de livres quand même ici, que j'avais envie de vous présenter comme chaque année une petite sélection de titres qui pour moi s'inspirent bien de l'automne, sont bien pour cette saison. À part 2 ou 3, la totalité des livres normalement sont des livres que j'ai lus l'année dernière, ce qui veut dire que normalement vous les retrouvez pas dans mes anciennes vidéos recommandations d'automne. Donc si jamais vous avez envie de voir les anciennes vidéos pour avoir encore plus de recommandations, je vous mets la playlist de l'automne juste ici. Il y a les piles à lire, les pumpkins, les recommandations, tout ça. Si jamais ce que je vous présente aujourd'hui ne vous suffit pas, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour chaque livre, je vous dirai pourquoi c'est un thème ou voilà, quelque chose qui me fait penser à cette saison. Et le tout premier que j'attrape, c'est La fille du bus 88 de Freya Sampson. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un livre qui va se passer à Londres. Et pour moi, Londres, c'est un petit peu tout ce qui est, voilà, l'automne, la pluie, le brouillard. C'est, je sais pas, moi ça m'y fait penser. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec l'édition Nami pour cette année. On va suivre une jeune fille qui a un petit peu un stade de sa vie où c'est difficile. Elle a plus de compagnon, elle a plus de travail, elle se retrouve chez sa sœur qui fait que la critiquer tout le temps. Et un jour, dans une ligne de bus, elle va rencontrer un vieux monsieur qui va lui raconter qu'en fait il y a fort longtemps, il a flashé, il a eu un coup de foudre sur une femme qui prenait le bus 88 et depuis qu'il est à la retraite il se rend compte que le temps a passé et que peut-être qu'il a gâché sa vie et du coup il va prendre tous les jours le bus à l'heure où elle le prenait il y a très longtemps dans l'espoir de la retrouver. Libby, elle va être hyper touchée par ce monsieur, elle va être hyper touchée par son histoire et va décider d'essayer de l'aider à retrouver son grand amour. C'était une magnifique histoire que j'ai adorée, très british, avec tout ce qu'il y a de plus britannique possible. Vous avez même un personnage qui est un peu punk. Vraiment, on est dans l'Angleterre, on est plongé dedans. Moi j'adore ça, donc autant vous dire que j'ai kiffé. Et puis c'est très touchant, il y a des thèmes très durs comme la maladie, il y a beaucoup de remise en question de soi, de ce qu'on a envie de vivre dans la vie, de pas remettre les choses à trop tard. Bref, il y a plein de beaux messages, je l'ai trouvé magnifique, donc vraiment je vous recommande. Ensuite, je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer pour le prochain titre pourquoi il crie l'automne. C'est Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake, publié aux éditions Naos. Déjà, on a des feuilles d'automne partout sur la couverture et on va être dans le côté un petit peu spooky de l'automne avec donc 4 jeunes filles qui sont admises sur une espèce d'école d'été mais plutôt en septembre et elles sont dans un programme un peu spécifique pour des élèves qui étudient la littérature. Elles vont être toutes les 4 logées dans la même maison et en fait dans ce manoir il commence à y avoir des petites choses un peu étranges et un jour elles vont parler aux esprits et ça va réveiller un esprit très malfaisant. Et franchement c'était tout kiki, c'était tout mignon. C'est à la fois de la cozy fantasy mais gothique avec un peu d'horreur. C'est un mélange très particulier mais qui est parfait pour l'automne. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce personnage et je sais que moi mon personnage à qui je m'identifiais le plus, je crois que c'était elle. Alors j'ai perdu son nom parce que je l'ai lu vraiment il y a quasiment un an pile. Je me souviens plus. Je sais juste que Nora Lake pendant cette dédicace m'avait tiré une des pires cartes du tarot, donc I'm watching you, hein, voilà, s'il m'arrive des bricoles ce sera ta faute. Non, en plus les autrices sont vraiment très kiki, elles sont adorables et c'est vraiment un titre qui pour moi passe extrêmement bien à l'automne, donc je vous le conseille. On va rester un peu dans le spooky avec un titre que je vous ai déjà recommandé je pense dans d'autres vidéos, mais qui est vraiment une saga de mon autrice préférée qui est hyper sous-cotée, c'est la saga Cassidy Blake de V. Schwab, qui est très jeunesse, certes, mais qui a vraiment beaucoup d'atouts. Moi je la trouve vraiment très cool. On suit Cassidy
qui a failli en fait mourir et du coup depuis elle peut traverser le voile entre les morts et les vivants et elle va devenir meilleure amie avec un certain Jacob qui est son ami fantôme qui va l'aider dans le cadre de ses aventures, sachant que ses parents sont des chasseurs de fantômes comme on le voit vous savez dans les séries télé où ils viennent, où ils mettent leurs petits instruments et tout machin, sauf que elle voit vraiment les fantômes et du coup à chaque fois elle va aller dans des péripéties où elle va frôler la mort et compagnie. Et franchement cette saga elle est trop bien mais elle est pas assez connue, je trouve c'est trop dommage. Il y a 3 tomes, je gardais espoir qu'elle fasse encore une suite parce que pour moi la fin du 3 n'est pas vraiment une fin totale en soi. Mais malheureusement je crois qu'elle a confirmé que ça s'arrêtait en 3 tomes. Mais franchement c'est une trilogie qui va certes être sur la jeunesse mais qui va traiter de sujets un petit peu particulier et j'ai trouvé que la relation entre Cassidy et Jacob était hyper bien réalisée. C'est spooky mais c'est pour les gens qui ne veulent pas avoir trop peur non plus. C'est parfait je trouve pour une petite soirée d'automne, voilà, avec un petit chocolat chaud, des petits biscuits, vous voyez ce genre d'ambiance. Et du coup les plus craintifs, hein, parce que moi je me considère comme quelqu'un de craintif, hein, je vous le dis tout de suite, et ben je trouve que c'est le bon, on va dire entre deux, un truc un peu spooky mais pas trop non plus qui fait peur. Vraiment je vous conseille cette trilogie. On va rester dans les fantômes avec un autre fantôme qui vous veut du bien. Il s'agit de La Tante Dimity, écrit par Nancy Chatterton, publié chez Verso. Là pour le moment nous avons, je vérifie, 3 tomes plus un préquel et le prochain tome ne devrait pas tarder à sortir. On va suivre en fait Laurie qui est une jeune femme, a une vie un peu nulle aussi, un peu comme celle de tout à l'heure. Y a rien qui va, vraiment y a rien qui va, mais un jour elle est appelée par un notaire et il lui dit en fait vous êtes l'héritière de Tante Dimity. Et Tante Dimity elle a toujours pensé que c'était quelqu'un qui n'existait pas. C'était un personnage qui était récurrent dans les histoires de sa maman, mais pour elle c'était un personnage un peu inventé, un peu voilà. Moi par exemple, quand j'étais petite, mon papa me racontait l'histoire de Marcel le Loup. Bref, vous voyez, c'est un peu le même délire. Et du coup elle a jamais pensé que Tante Dimity était réelle. Et non seulement elle est réelle, mais en plus elle lui a légué toute sa fortune. La seule condition, c'est d'aller en Angleterre, dans son petit cottage des Cotswolds, et de récupérer toutes les histoires qui parlent d'elle pour en faire une espèce d'encyclopédie. Laurie va aller sur place, et là, elle va se rendre compte qu'en fait, Tante Dimity est peut-être partie, mais son esprit est encore un petit peu dans la maison. C'est mignon, c'est drôle, c'est cosy. Sur le premier tome, on n'est pas vraiment dans du cosy mystery, mais sur les prochains tomes, on se rapproche un petit peu plus d'une enquête, même si c'est des enquêtes, on va dire, sans gros enjeux, il n'y a pas de mort ou ce genre de choses. C'est plus des petites enquêtes style détective privé. Et vraiment c'est une saga que je trouve hyper réconfortante. Alors attention, elle a été écrite il y a quelques temps et du coup il y a certains propos, notamment grossophobes, qui passent beaucoup moins bien maintenant. J'essaye d'en faire un petit peu abstraction parce que bah du coup ça a quand même été écrit à une époque où on n'était pas du tout sur les mêmes seuils de tolérance et de diversité. Mais malgré ça, c'est une saga que j'aime beaucoup et j'adore me replonger à chaque fois dans ce petit moment, voilà, un petit peu cocooning. Je pense que c'est une saga que vous pouvez lire malgré le côté un peu esprit. À chaque saison, il y en a qui se passent un petit peu plus au printemps, un petit peu plus, voilà. Mais ce premier tome, vous pouvez tout à fait le lire en automne. Il sera parfait pour, c'est encore une fois, une petite soirée cosy avec des petits biscuits, un petit thé fumant. Évidemment, puisqu'on est en Angleterre, mais voyez un petit peu le tableau. Ensuite, pour moi, l'automne, notamment septembre en particulier, c'est le mois de la Dark Academia. Alors, je vous ferai une vidéo sur qu'est-ce qu'est la Dark Academia parce que j'en entends un peu dans tous les sens et malheureusement, il y a beaucoup de livres qui sont catégorisés à grand tort comme Dark Academia. Mais bon, là, If We Were Villains, le titre que je vous présente, on est vraiment sur de la Dark Academia pure. On a des personnages qui sont dans un milieu universitaire d'élite avec une appétence très spécifique pour le milieu artistique. Ici en l'occurrence on est sur du théâtre et il va y avoir un événement un petit peu dramatique qui va tout chambouler et la question c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. En l'espèce là il y a eu un mort et on retrouve la personne qui a été accusée et emprisonnée pendant 10 ans de ce meurtre à la sortie de prison et on va comprendre qu'en fait il a été accusé à tort et que évidemment il n'a pas commis le meurtre de son ami comme on lui a mis en fait sur les épaules. On va commencer à revenir un petit peu en arrière, on a souvent des ambiances un petit peu toxiques. C'est exactement ce qu'on retrouve dans ce livre et c'était très chouette, moi je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré, je l'ai adoré. C'était vraiment un super roman. Je comprends tout à fait la hype. Je pense juste que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense juste que en fait le style Dark Academia a été complètement déformé par les propos et du coup les personnes se sont dit ah c'est une école avec de la magie. Alors déjà pas du tout. Et surtout je pense que pour apprécier vraiment la Dark Academia,
il faut avoir quand même, la vraie hein, j'entends, il faut avoir une certaine appétence pour le milieu artistique, pour la littérature, pour le théâtre, pour la peinture, pour voilà. Il faut pas avoir peur d'être à fond dedans parce que les auteurs en général sont aussi passionnés de ce genre de choses et vont en mettre beaucoup. Ici par exemple, on a des retranscriptions des pièces de Shakespeare parce qu'ils jouent sur scène, donc ils retranscrivent la pièce. Et je peux comprendre que du coup certaines personnes n'en avaient un petit peu rien à faire. Mais je pense que c'est important de garder en tête que sur la Dark Academia, on a quand même une grosse prédominance là-dessus. Et que pour des vrais titres complètement, totalement de ce genre, il faut s'attendre à ce que ce soit très présent. Et notamment ici, là, les pièces de Shakespeare étaient très présentes. Moi personnellement, ça m'a pas du tout dérangé parce que c'est un petit peu ce que je recherchais aussi. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention avec l'appellation de Dark Academia parce que il y a plein de livres qui sont catégorisés comme tels et qui font pas vraiment partie de ce sous-genre. Bref, c'est une question pour une autre vidéo. Ensuite, ça c'est le premier tome, je l'ai absolument pas lu l'année dernière, mais j'ai lu le dernier tome de la saga l'année dernière. Il s'agit de la saga Belladonna de Adeline Grace, qui a été traduite depuis chez De Saxus en entier. Je crois que c'est De Saxus ou Sabran, mais bon bref, vous voyez l'idée. On va être sur une jeune femme qui peut parler à la mort, qui peut passer dans le voile entre la vie et la mort, qui peut être un petit peu en presque mort pendant une longue partie et puis revenir à la vie. Elle a été un petit peu maudite, toutes les personnes qui se sont occupées d'elle sont décédées dans des circonstances vraiment très particulières et on va retrouver cette jeune fille qui s'appelle Signa et qui va arriver dans une nouvelle famille. Là, on se rend compte qu'il y a des choses déjà qui sont un peu bizarres. La mère est décédée, on sait pas trop comment, c'est un peu tabou. Sa cousine, la plus jeune, semble atteinte d'un mal. On sait pas trop ce que c'est, elle est malade, personne n'arrive à la guérir. Et elle va commencer à essayer de mener un petit peu l'enquête. Là on est à la fois dans du fantasy, mais on a ce côté un petit peu mystère, enquête, qui est très chouette. Et moi j'ai beaucoup aimé l'association des deux. J'ai trouvé que c'était original, que ça a rapporté quelque chose vraiment de frais par rapport à ce que j'avais l'habitude de lire habituellement. Alors oui, il y a de la romance, mais je trouve que le reste est assez exploité pour que ce soit pas que du bisou et je t'aime et compagnie. Donc je trouvais que c'était une très bonne trilogie, vraiment je vous la conseille pour cet automne, je trouve que c'est parfait pour la saison et je pense que vous pourrez passer un très bon moment avec ce titre. Un autre titre en anglais mais qui a été traduit, c'est The Crimson Moth, écrit par Kirsten Cicciarelli, c'est un autre nom en français, je crois que c'est Heartless Hunter. Et ne me demandez pas pourquoi. En fait, les versions US et UK avaient pas les mêmes noms et du coup, la version française a pris la version US. Et du coup, les deux tomes sont sortis. Et oui, moi je n'ai lu que le premier tome parce que le deuxième tome, je l'ai commandé en version Fairyloot et il devrait m'arriver en fin d'année. Du moins fin d'année. Là, ça devrait plus trop tarder, je pense que je devrais le recevoir ce mois-ci. On va suivre Rune, qui a une double vie. Le jour, c'est une noble qui va un petit peu faire sa starlette, un peu à la Paris Hilton. Elle a une réputation d'être un peu bébête, un peu, voilà, m'as-tu vu et compagnie. Mais en fait, c'est un déguisement, puisque c'est une sorcière et que c'est interdit d'être une sorcière. Les sorcières sont chassées et du coup, la nuit, elle va se transformer. Elle va revêtir un petit peu son nouveau nom qui est donc The Crimson Moth. Je ne saurais pas vous dire en français parce que du coup, je l'ai lu en anglais. Mais en gros, elle va essayer d'aller libérer les sorcières, d'aller contrer les chasseurs de sorcières, voilà. Et elle va jouer à un jeu dangereux puisque elle va essayer de dragouiller un petit peu un chasseur de sorcières qui s'appelle Gideon et c'était trop bien. C'était extrêmement bien, vraiment. C'était à la fois très cliché dans le sens où il y avait beaucoup de choses vues et revues, mais c'était tellement bien écrit qu'on oubliait presque que c'était vu et revu. Vous voyez ce que je veux dire? C'était du bon cliché. C'est-à-dire que c'était réutiliser les tropes qui marchent dans ce genre de récit, mais le faire avec intelligence, avec une belle écriture, avec de l'action, avec des rebondissements. Vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Et je n'ai qu'une hâte, c'est lire le deuxième et dernier tome de cette duologie pour cet automne. Je vous en dis rapidement des nouvelles. Alors ensuite, je sais que vous n'êtes pas trop Disney, vous n'êtes pas trop BD, mais désolé, hein, il fallait que je la mette. J'ai adoré lire Cruelle Diablesse, le roman graphique correspondant au tome des vilains sur Cruella, et vraiment je l'ai trouvé hyper chouette. Déjà Cruella, c'est un méchant que j'adore. Qui dit méchant, Disney, vilain, dit automne. Pour moi, c'est Halloween, voilà. Et Cruella, je l'aime beaucoup de base. La saga des vilains, figurez-vous que j'ai décidé de l'abandonner. J'ai quand même gardé 2-3 tomes qui pour moi sont très bons, et parce que le reste était très mauvais. Et Cruella fait partie des tomes que j'ai gardés. Alors,
que j'ai gardé jusqu'au moment où je me suis dit que j'avais pas besoin de deux versions et que j'avais gardé du coup la version BD parce que elle est quand même vachement bien. Pourquoi? Parce que déjà les traits, je les trouve très chouettes et parce que voilà, vous voyez un petit peu ces tons rouge, blanc et noir. Je trouve que c'est vraiment hyper intelligent et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman graphique. Je l'ai trouvé super chouette. J'avais beaucoup aimé déjà le roman de base et cette adaptation était parfaite. Et si vous cherchez une lecture quick, rapide, voilà, tranquille, et ben ça pour cet automne, c'est parfait pour un petit dimanche soir où vous n'avez pas envie de vous mettre dans une nouvelle lecture et vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez une petite heure, et ben hop, Cruelle Diablesse. Est-ce que je pouvais clôturer cette vidéo sans parler de ma saga favorite de tous les temps, qui pour moi se prête extrêmement bien à l'automne parce que c'est de la fantaisie médiévale et que pour moi c'est un thème qui va extrêmement bien avec l'automne, ce côté très long où on va prendre son temps, le côté un peu médiéval et tout, je trouve que ça s'associe extrêmement bien à l'automne. La brume, voilà, le côté, la guerre entre le bien et le mal, ces personnages très valeureux, très chevaleresque, et bien évidemment du coup bah ça faisait longtemps, n'est-ce pas, que je vous avais pas parlé de l'Assassin Royal. Tout simplement parce que je vais commencer à la deuxième ère cet automne. Enfin je vais lire la deuxième ère cet automne. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, qui disent qu'est-ce qu'elle parle là avec ses airs, ses machins, je vous ai fait une vidéo sur l'ordre de lecture de tout l'univers de l'Assassin Royal et vous comprendrez peut-être un petit peu mieux. Bref, c'est une saga qui est exceptionnelle, vraiment c'est ma saga préférée de tous les temps. C'est une saga de fantasy adulte qui en plus est parfaite pour faire la transition entre le young adulte et l'adulte puisque ça va être quand même assez fluide, on va dire une plume qui est très accessible et surtout un monde qui est certes très vaste mais qui va être vraiment disséminé petit à petit. Ce qui fait qu'on se sent pas complètement, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on lit. Par exemple celui-là là. Celui-là je vous le conseille pas, hein. Pour commencer la fantaisie adulte, il y a tellement de termes compliqués, tellement de nouveaux termes, tellement de choses inventées que dès le départ vous êtes perdu. Ici, vous pouvez vraiment prendre votre temps d'appréhender l'univers et c'est ça que j'adore avec Robin Hobb, vraiment. Je trouve que sa plume elle est exquise, qu'elle est poétique et qu'elle va parler vraiment de cette lutte entre le bien et le mal. On va suivre Fitz qui est le fils bâtard du futur roi, puisque le roi en place a un fils, donc c'est le fils aîné, c'est le père de Fitz. Sauf que c'est vraiment un homme qui est à fond dans le devoir, le respect, il s'appelle Chevalerie. Sachant que dans cet univers, les noms sont quand même très importants, ils sont très associés à la personnalité des personnages. Et donc, quand en fait le fils bâtard, donc Fitz, arrive au palais royal, eh bien, Chevalerie, par honte d'avoir fait un bâtard, il va quitter, il va abdiquer sa position et il va partir dans les terres où il va malheureusement se faire tuer. Donc Fitz va grandir au palais en étant à la fois le petit-fils du roi subtil et à la fois pas son petit-fils. Vous voyez, c'est un petit peu quand ça l'arrange quoi. Il va le faire s'entraîner pour devenir son assassin personnel. L'Assassin Royal. Donc sur ce premier tome, on va suivre son enfance et son adolescence jusqu'à ce qu'il soit à peu près jeune adulte. C'est un livre exceptionnel, c'est des personnages qui sont exceptionnels. Si jamais vous avez envie de m'entendre parler de l'Assassin Royal, je vous mets la vidéo que j'ai fait sur cette première trilogie qui en fait comporte 6 tomes. Mais encore une fois, si jamais vous allez voir ma vidéo d'explication, vous saurez tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous cherchez de la grande fantaisie, avec un monde exceptionnel, avec des personnages variés, allant du plus méchant au plus gentil, avec toutes les nuances qui sont au milieu, avec des personnages qui sont intéressants, qui sont vraiment bien travaillés, avec une intrigue qui va vous porter, avec des choses qui vont vous faire vraiment juste être complètement embarqué dans ce monde, dans ces personnages, dans cette histoire, et bien lisez l'Assassin Royal. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre des petits emojis feuilles d'automne pour me dire que vous avez regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour tout votre soutien vidéo après vidéo, et évidemment, là en plus... vous m'apportez beaucoup d'amour et je suis dans une période de ma vie où j'en ai besoin. Donc vraiment un grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de me soutenir gratuitement, un petit pouce en l'air, un commentaire, ce serait vraiment super. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.